Bienvenue les fortistes, bienvenue à tous, bienvenue sur la toile pour cette nouvelle émission consacrée à ce film tombé tout récemment sur Netflix, Fresh. Un film que je n'ai pas du tout aimé, 12 euphémismes, que j'ai détesté, j'ai trouvé vraiment ça mais minable. Et on va trancher un petit peu avec l'ambiance plutôt positive des émissions précédentes. Vous savez que je préfère vous parler de films que j'ai bien aimés, de propositions singulières, de projets qui touchent au cœur. Bah là, on n'est pas du tout dans ce domaine. Et vu que notre jauge de bienveillance commence à être un peu élevée, menaçait de déborder, bah on va s'attaquer à un projet que je n'aime pas du tout. Alors, je sais que vous aimez pas trop les coups de gueule, vous aimez pas trop les émissions à charge contre certains films. C'est normal, vous êtes cool, vous êtes là pour parler cinéma de manière positive, et c'est très chouette. Maintenant, on n'est pas là juste pour descendre ce film, bien évidemment, on est là aussi pour parler de sujets qui me tiennent à cœur, notamment le cinéma horrifique, ce cinéma que je défends, ce cinéma qui me touche depuis tout gamin, et on va voir en quoi Fresh est selon moi symptomatique de tout ce qui ne va pas dans la production horrifique actuelle, cette nouvelle vague qui a tendance à vouloir balayer l'ancienne garde, avec une belle prise de hauteur, un côté un peu donneur de leçons, mais qui finalement n'apporte rien de neuf à l'équation. Donc un petit avertissement en préambule, si vous avez adoré ce film, si pour vous c'est le film de l'année, bah, tant mieux. C'est cool si ça vous a touché, moi personnellement ça ne m'a pas touché du tout. Maintenant, deuxième avertissement d'usage, bien entendu que ce n'est que mon humble avis sur la question, forcément, c'est mon avis sur ce film, c'est pas c'est de la merde, c'est je trouve que c'est de la merde, c'est très différent, je vais vous expliquer pourquoi. Alors avant tout, l'histoire de Fresh, c'est quoi? Elle est toute simple. Une jeune femme saoulée, dégoûtée de la jante masculine, elle tombe que sur des teubés, franchement, c'est bien vu au début du film. À hauteur de femme, on voit vraiment la difficulté que peuvent avoir les jeunes femmes aujourd'hui à trouver des mecs bien. Cette jeune femme, jouée par une jeune actrice dont j'ai oublié le nom, dans sa meilleure imitation de Anne Hathaway, elle va croiser un beau gosse, le Winter Soldier, Sebastian Stan, au rayon fruits et légumes du supermarché, voilà, va s'en suivre un début de relation, puis une relation un peu torride, et puis finalement, après peu de temps passé ensemble, il va l'inviter à se faire un petit séjour dans une région reculée et rêvée des États-Unis. Elle va bien entendu accepter, premier tiers du film, elle arrive, elle se fait enchaîner dans une cave, c'est fini, il va littéralement vouloir la bouffer parce que c'est un cannibale, et non seulement il est cannibale, mais en plus, il découpe des jeunes femmes en essayant de les faire survivre le plus longtemps possible pour que la chair reste fraîche, et il a son petit réseau d'amateurs de viande aussi, à qui il vend ça pour un bon prix, donc il a sa petite activité très lucrative. Voilà, ça c'est l'histoire du film, ça débordera pas trop de ce cadre. Ce film, on le doit à deux femmes, alors je vous parle d'un produit marketé, et je vais vous parler dans cette émission d'un produit marketé à 100%, c'est un vrai produit, c'est pas selon moi un simple film, c'est vraiment un produit, et je m'en suis rendu compte très rapidement, parce que pour tout vous avouer, il m'a fallu à peu près un quart d'heure de métrage pour me rendre compte que ça avait été réalisé par une femme. Je l'ai dit à ma compagne, je lui ai dit ça, tu vois, c'est réalisé par une femme, bah ouais, forcément. Alors c'est scénarisé aussi par une femme en l'occurrence, mais quand j'ai vu dès le début du film cette espèce de peinture assez acide de la jante masculine, quand j'ai compris qu'on allait rester à hauteur de notre héroïne, je me suis dit ouais ça peut être réalisé que par une femme, bah oui il faut le dire, hein, maintenant les films de super-héroïnes, vous allez vous taper que des films de super-héroïnes réalisés par des femmes, c'est pas différent des films de la série, on peut pas imaginer un Black Panther aujourd'hui ou un Creed réalisé par autre chose qu'un réalisateur black, et donc on considère aujourd'hui que seule une femme peut saisir vraiment le fait d'être une femme dans une société d'hommes, donc il y a dès le début une revendication très féministe comme ça, girl power, et il faut bien s'y faire parce que pendant 10 ans, les 10 ans qui viennent, au moins 10 ans, ça va être comme ça. On en oublie un peu que des réalisateurs comme Adam Wingard, au hasard hein, par exemple, sur le sublime You're Next, avait pu créer un personnage d'héroïne vraiment forte, pour le coup, qui donnait du fil à retordre à une armée de mecs encagoulés, c'était vraiment impressionnant comme film, mais bon, maintenant, ça sera plus la norme, surtout pas sur des réseaux de streaming comme Netflix qui suivent clairement la tendance. Et ce film, on le doit donc à la scénariste Mimi Cave et à la réalisatrice Lauryn Kahn, ou l'inverse, je sais plus, parce qu'elles n'ont pas vraiment fait grand-chose, forcément, maintenant il faut aller chercher des réalisatrices qui étaient jusqu'ici abonnées aux shorts, aux courts-métrages, donc on va les chercher, allez viens faire ton film, et puis voilà, je vous le répète, et on va y revenir, c'est un pur produit. Alors autant le dire, ce qui me gêne le plus dans ce genre de projet, c'est le mépris du film de genre qui est clairement énoncé, c'est-à-dire qu'on est dans une nouvelle vague horrifique, qui a un côté très autorisant, et qui vient un peu, comme je vous l'ai dit en intro, prendre de la hauteur, avec un côté très donneur de leçons. On arrive en disant, nous on va vous montrer ce qu'on sait faire, allez hop, on efface, on va vous montrer comment on fait de l'horreur aujourd'hui, et on pille sans vergogne le catalogue horrifique de
des décennies écoulées, on prend tous les plus gros clichés, mais on les emballe un peu différemment et on vous fait du neuf avec du vieux, et puis on se réclame de cette nouvelle vague. Alors il faut savoir que moi, les termes nouvelle vague, je trouve qu'il n'y a jamais rien de bon qui est sorti d'un terme nouvelle vague quand on essaye d'effacer ce qui s'est passé avant. Je considère moi personnellement que la nouvelle vague c'est ce qui est arrivé de pire au cinéma français, hein. Tous ces gens qui avaient perdu la notion du rythme, du cadrage, de l'intrigue, du montage, pour vous proposer une espèce de cinéma guérilla. Je veux dire, il y a 2 ou 3 films de Godard qui sont supportables, puis ça nous a donné Bresson, ça nous a donné Eustache. Je vous défie de tenir devant La Maman et la Putain de Eustache, ça doit faire 2h30, 3h, de plans fixes sur un téléphone, peu de mouvements de caméra, des gens qui récitent leur texte, c'est insupportable. Enfin bon bref, je m'égare, mais les termes nouvelle vague, moi ça me plaît pas trop, et aujourd'hui on est clairement dans une sorte de nouvelle vague du cinéma de genre, du cinéma horrifique en particulier, que je trouve assez peu séduisante. Je vous dis, ça flirte avec l'intellectualisme, c'est tout le temps très autorisant, c'est finalement assez chiant. Alors des fois ça nous donne de très bons films, j'ai beaucoup aimé par exemple It Follows, de David Robert Mitchell. Il arrivait à saisir l'esprit de Carpenter, tout en faisant quelque chose de neuf. C'est tout à son honneur, hein. Je trouvais ça vraiment bon, vraiment rythmé, ça a son rythme, hein. C'est pas surrythmé, surcuté, mais ça ne néglige pas l'argument fantastique, on reste vraiment dans un film d'horreur, c'est très bien fait, il y a une grosse ambiance, une musique à la Carpenter forcément, mais il y a une vraie ambiance, c'est un bon film, contrairement par exemple à... Je peux penser à Mr. Babadook, que j'ai détesté. Alors là, pour le coup, je suis en désaccord avec beaucoup de mes collègues, de mes amis, qui aiment bien ce film, qui défendent ce film. Moi, sincèrement, le Babadook de Jennifer Kent, j'ai détesté, franchement, 1h30 d'un épisode de Super Nanny, qui prend justement l'argument horrifique pour nous livrer une espèce de critique, un drame familial, avec cette mère dépressive, cet enfant insupportable à qui on a envie de donner des tartes. D'ailleurs, on ne sait pas à qui donner des tartes, hein, si c'est à la mère ou au gosse. J'ai trouvé que c'était un film inepte, presque malhonnête, hein, parce que quand même on se sert de l'argument fantastique, on vous fait venir dans la salle en vous promettant un démon, un monstre ou ce que vous voulez, et puis c'est ni plus ni moins qu'un film sur la dépression. Et c'est là qu'on voit que l'horreur est un genre de sincérité, parce que si on n'y va pas franco, si on n'aime pas sincèrement le cinéma d'horreur, ben on aboutit à des choses comme Mr. Babadook. Jennifer Kent, ça n'enlève rien à son talent, parce qu'après elle a fait The Nightingale, et son film suivant était donc vraiment meilleur. Alors, ce qui me dérange avec Fresh, c'est que ce film ne démontre rien, il échoue sur les 2 tableaux, il échoue en tant que film d'horreur, pas d'intrigue, c'est juste chiant, il échoue aussi sur le terrain de la critique sociétale, alors là, il se plante complètement, c'est lourdingue, et ce qui me gonfle, c'est de voir finalement les scores ahurissants que se tape le film. On est sur du 6,8 sur IMDb, alors il faut savoir qu'un 6,8 pour un film de genre, pour un film d'horreur, c'est juste le pinacle, hein. Genre, c'est l'équivalent d'un 8,5 ou 9 pour un film dit classique. Ça veut dire que les gens défendent ce film, et c'est pas que sur IMDb, c'est un peu partout, et quand je vais voir les scores sur Rotten Tomatoes, on est sur du 80% critique, 80% spectateurs, c'est complètement dingue. Ça veut dire que les gens plébiscitent ce film. Alors je pense qu'il y a... C'est un produit, on va y revenir, hein, mais c'est un pur produit, bien formaté pour plaire, et du coup les critiques tombent dans le panneau, et du coup les spectateurs, on leur dit « mais vous allez voir, c'est bien ». Quand on peut découvrir ce film chez soi, tranquillement, en faisant autre chose, en pianotant sur son portable, on dit « oh ouais, c'est bien, c'est sympa, il y a de la bonne musique, quoi ». Mais bon, comparé à d'autres petits classiques que j'adore, du cinéma d'horreur, type Hostel, je défends Hostel d'Eli Roth, que j'adore, qui se tape à peine son 6 sur IMDb, ce qui est déjà pas une si mauvaise note, mais qui se tape genre 60% et 50% spectateurs sur Rotten Tomatoes. Je trouve que l'écart entre les 2 projets est un peu abusé. Et forcément ça m'énerve parce que je me trouve face à un pur produit de notre époque, un produit marketé qui vous envoie tout un tas de stimuli, genre c'est cool, c'est sympa, regarde, il y a le Winter Soldier dans un rôle à contre-emploi, regarde, il y a de la bonne musique, c'est sympa, c'est fun, c'est jeune, ça dit des choses, et en fait, c'est pas fun, c'est pas décalé, c'est pas subversif, c'est très classique, et ça pompe sans vergogne des décennies de cinéma horrifique, en imaginant qu'on a réinventé la roue. Et ça, c'est toujours agaçant de voir finalement cette image négative qu'a le cinéma de genre, le cinéma horrifique, le cinéma d'épouvante en particulier. On a tendance à le mépriser, bien sûr que les critiques le méprisent, dans les écoles de cinéma c'est méprisé, alors que c'est un genre noble, c'est l'un des genres les plus nobles du 7e art. Et on oublie bien souvent que les plus grands réalisateurs, qui ont fait des œuvres auréolées un peu partout, s'y sont frottés un jour ou l'autre. On pense bien sûr à Murnau, avec son sublime Nosferatu, mais pas que ça, hein, mais Nosferatu par exemple, c'est juste génial pour un film muet, vous avez des plans qui vous impriment la rétine, ce vampire qui se lève
Dans son cercueil, c'est juste un plan qui a été repris des dizaines de fois, même parodié parfois. On pense à Murnau donc, mais on pense aussi à Bergman. Bergman s'est frotté à l'horreur, alors peut-être moins de manière frontale que Wes Craven, mais peu de gens le savent. Le Wes Craven, La dernière maison sur la gauche, c'est quand même un remake, à peine déguisé, d'un film de Bergman. C'est quand même un remake de La Source. La Source, et si je ne me trompe pas, je crois que le scénariste original de La Source, du film de Bergman, est venu participer au scénario du film de Craven. Donc on parle quand même de Bergman, on parle quand même d'un des mecs... Au niveau cinoche, Bergman, c'est quand même le 7e saut. On pensera aussi à Fritz Lang. Fritz Lang s'est frotté à l'horreur de manière vraiment éblouissante. On pense aussi à Buñuel. Et c'est normal, parce que finalement, l'horreur, le genre horrifique, c'est un des genres, je vous ai dit, un des genres les plus nobles qui existent, mais ça remonte à la nuit des temps. Je veux dire, les Indiens, les Amérindiens, autour des tipis, devaient se raconter des histoires d'horreur et de Wendigo. Nos ancêtres, dans les grottes, devaient se raconter des histoires pour se faire peur. C'est l'héritage de... On a toujours cherché à faire peur aux gamins, mais quand vous lisez aujourd'hui les contes des frères Grimm, ça remonte les frères Grimm. Eh ben c'était déjà de l'horreur avant l'heure. Quand vous lisez les contes originaux des frères Grimm, pas ce qu'on en a fait après, c'est pas des contes vraiment pour enfants, c'est des mises en garde pour les enfants, mais alors c'est violent, c'est à base de pieds coupés, de têtes tranchées, c'est une horreur. Et l'horreur, ça vient de là. Moi, quand j'étais gamin, mon plus grand choc de gamin, ça a été Alien. On a toujours cherché à se faire peur. C'est une émotion brute. Le cinéma d'horreur, c'est un genre de mise en garde, comme ce que pouvaient faire les frères Grimm. On vous dit attention à ce qui peut se passer, le danger guette. Ça vous provoque des frissons, vous avez l'estomac qui se serre, qu'est-ce qui va se passer? C'est un genre, c'est noble, c'est un genre de grand 8. Et c'est tout ce que j'aime dans le cinéma horrifique. Et autre chose, il y a beaucoup de gens qui critiquent le cinéma d'horreur, mais qui encensent tout un tas de séries ou de films. Il faut savoir que l'esthétique horrifique, depuis longtemps, mais comme le porno chic, s'est infusé lentement dans la culture populaire et qu'on la retrouve absolument partout aujourd'hui. Vous regardez un épisode de Game of Thrones, vous regardez un épisode de The Witcher, bien évidemment, mais vous regardez tout un tas de films où d'un coup vous allez avoir des plans, une esthétique de film d'horreur, comme je regardais dernièrement la série Titans de DC Comics, on est clairement dans une atmosphère horrifique dès les premiers épisodes. Et on en revient donc à Fresh. Qu'est-ce qui me dérange le plus dans ce film? Alors, en premier lieu, c'est un pur produit, vous l'avez compris, dans le sens le plus mercantile du terme. On est tellement dans l'emballage qu'on en oublie le contenu. C'est du pur marketing, tout est calibré pour plaire, on a des acteurs en vue, de jeunes et beaux acteurs, on a de la musique pop, on a tout ce qu'il faut, mais en fait ça reste un produit. Derrière, si on enlève le ripolin, il n'y a rien. Tout est extrêmement calibré. Je vous ai parlé de stimuli, mais c'est exactement ça. On vous envoie en permanence des stimuli pour vous faire croire que c'est cool, que c'est original, novateur, et fou. Un petit peu, ça me fait penser un petit peu, à toute proportion gardée, au dernier Batman. Le dernier Batman, il est ce qu'il est, j'en ai parlé sur cette chaîne, je vous ai dit que j'avais bien aimé le film, mais malgré tout, quand je vois les affiches plus sombres, plus cinglées, ou les couvertures de magazines où on nous annonce plus réaliste, plus sombre, plus cinglé, je suis pas tout à fait d'accord. Ce Batman, il est certes plus sombre, mais qu'est-ce qu'on vous dit finalement quand on vous dit ça, plus réaliste? On vous dit, c'est un Batman, comme j'ai entendu dans le magasin où je travaille, j'ai vu un gamin passer avec ses parents qui fait « Ah maman, t'as vu, c'est le Batman pour les grands ». Bah voilà ce qu'on vous envoie comme message. Le gosse, il a tout compris, on vous envoie comme message plus réaliste. Ah bah c'est pas un film pour les enfants, on peut aller voir Batman, on se dédouane un petit peu, on va pas voir du divertissement, on va voir un film un peu plus sérieux. Quand on vous dit plus sombre, évidemment que le film est plus sombre. C'est un espèce de polar noir avec un serial killer qui fout des coups de marteau sur la tête des gens, voilà. Mais plus cinglé? Pas vraiment, le film il est pas plus cinglé, il est pas cinglé du tout, au contraire, il est super classique. Le dernier Batman, il vous donne exactement ce que les gens attendent aujourd'hui d'un Batman. Un Batman dépressif, qui sourit pas, on est dans la noirceur totale, et il n'y a pas vraiment de prise de risque dans ce film. La seule prise de risque que je vois, c'est sur le traitement du Riddler, que j'ai détesté. J'ai pas aimé du tout ce traitement du Riddler, j'ai trouvé ça inintéressant. On transforme un personnage riche d'histoire en un espèce de pantin qui se couvre avec un sac poubelle. J'ai trouvé ça inutile, inintéressant, et du coup je trouve pas ça cinglé du tout, hein. Si vous voulez voir un Batman vraiment cinglé, qui prend vraiment des risques pour le coup, il y a le Earth One, volume 3, qui vient de sortir, de Geoff Johns et Gary Frank. Ça c'est une merveille, on prend des risques avec le personnage de Two-Face, on prend des risques avec le personnage de Gordon, on prend des risques avec le personnage d'Alfred, on prend tout un tas de risques, on réinvente un peu la mythologie Batman. Ça c'est réaliste, relativement réaliste, c'est sombre, c'est cinglé. Mais Fresh, c'est pas du tout cinglé. C'est pas du tout cinglé, c'est de l'emballage, et on en oublie juste de construire une intrigue, de lui donner du rythme, voilà. C'est juste chiant, c'est un scénario tellement con, ça me rappelle le Shark Knight de David Ellis. Ça, au moins, c'est une petite série B qui, excusez-moi, pète pas plus haut que son cul, et qui nous présente la même chose, des mecs qui font venir
ils foutent des requins dans des lacs d'eau douce, ils foutent un grand blanc dans un lac d'eau douce, et ils filment les baigneurs en train de se faire bouffer, ils les attachent, ils les filment, parce que ça fait du snuff et que ça se vend bien, et les gens vont trouver ça con, mais c'est pas plus con que Fresh, hein. Fresh, c'est lourd, c'est très lourd. La musique, j'ai rien vu de plus lourd depuis le Eyes Wide Shut de Kubrick, quoi. C'est 3 notes de piano en permanence. Ça échoue au niveau du rythme, bien entendu, que dès le début, on essaye de vous instaurer une petite ambiance de rom-com, donc elle rencontre ce bellâtre et tout, mais dès le début, on vous envoie, là encore, des petites indications, genre par la musique, en permanence, il y a de la musique pop, c'est sympa, on pourrait nous faire croire que c'est une vraie histoire d'amour pendant une demi-heure de métrage, mais là non, il y a toujours ces notes de musique un peu lourdes qui viennent nous rappeler qu'il va se passer quelque chose, et franchement c'est vraiment lourd. Et on peut même pas louer l'esthétique du film, parce qu'aujourd'hui, franchement, faut arrêter avec ça, faut arrêter avec le « c'est bien filmé », même moi je l'emploie hein, des fois dans des critiques, c'est bien filmé, mais en fait faut plus dire ça. C'est pas possible de dire c'est bien filmé, faut parler de mise en scène, faut parler vraiment de la façon dont on place la caméra, de la façon dont le film est monté, mais là certes c'est propre, mais aujourd'hui je vous l'ai déjà dit dans un bilan, n'importe qui avec quelques billets peut s'offrir un Canon EOS, peut s'offrir un bon appareil photo, régler un peu la luminosité, travailler son étalonnage et obtenir un produit finalement relativement pro quoi. Donc oui c'est bien filmé mais à l'air Insta quoi, il y a des filtres flous de temps en temps, il y a des choses... Voilà, mais c'est pas particulièrement brillant dans la mise en scène. Et en deuxième, qu'est-ce que je peux reprocher à Fresh? Alors là, c'est la lourdeur du discours et du propos. Parce que si c'est pas fantastique dans le rythme, si c'est pas fantastique dans l'intrigue, on peut toujours se dire que derrière, il y a quand même une critique forte, qu'on va rentrer dans le lard un peu de cette société machiste, et que ça peut être très malin, mais alors là, on est clairement dans le féminisme pour les nuls, c'est comme la lutte des classes expliquée dans Elysium, c'est vraiment nivelé par le bas, et là encore, on en oublie que les grands classiques du film d'horreur avaient toujours quelque chose à raconter, avaient toujours quelque chose à dire, et que des fois c'était complètement diffus dans le récit, mais que ça se percevait un petit peu. On pense à quoi je peux penser? Je vous ai parlé d'Hostel. Hostel, pour moi, c'est un film d'horreur qui a engendré avec Saw la vague des torture porn, mais qui était bien plus qu'un simple torture porn. C'est vraiment un film avec une intrigue, déjà, là pour le coup, bien filmé, mais qui traitait de la perception qu'on peut avoir, alors du côté américain, mais c'est un peu pareil chez nous, des pays de l'Est notamment, en se disant « Ouais, on arrive, on est les rois du pétrole, tu vas voir, la bière c'est pas cher, les filles sont cheap, c'est cool, on va s'éclater avec quelques dollars. » Et la critique derrière, c'était qu'à force de considérer les gens juste du côté pécunier comme de la marchandise, on va s'éclater, on fait la fête et on se casse, en revanche, ces gens, un jour, vont vous considérer aussi comme de la marchandise, littéralement, avec des conséquences beaucoup plus dramatiques, en vous considérant juste comme un bout de viande. Et d'une certaine façon, c'était un peu la critique qu'il y avait déjà à l'époque dans Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, l'original de Toby Hopper, c'était quand même un film qui traitait de l'Amérique post-Vietnam, donc c'était quand même un film qui venait parler de ces régions qui étaient en train de se désertifier, de ces laissés-pour-compte qu'on oubliait complètement, qu'il n'y avait plus de commerce, qu'il n'y avait plus rien, et le film c'était un peu ça, c'était à force de laisser des gens dans leur coin sans rien à faire, ils vont finir par se mettre en repli total sur eux-mêmes et à ne plus accepter l'autre, et forcément, vous voyez le film quoi. Alors bien sûr qu'il y a une thématique dans Fresh, alors ça je peux vous dire qu'il n'y a pas besoin de faire appel à son subconscient ou d'aller chercher ou d'aller disserter des heures, c'est éblouissant de stupidité. La thématique de Fresh elle est simple, c'est l'homme dévore la femme, il lui bouffe les ailes, il lui bouffe littéralement les jambes, il l'empêche de s'enfuir, il l'enferme, c'est un homme castrateur, si on peut dire, et si la femme veut s'en sortir, elle va devoir bouffer l'homme à son tour. Voilà la thématique de Fresh. Mais c'est con! C'est con! Je peux vous dire un truc, je vais vous citer 3 exemples du film où je me suis dit, mais what the fuck? Déjà, le film souffre terriblement d'un côté très autorisant sur la première partie, mais du coup, comme à la fin, on veut provoquer l'émoi du public masculin, on veut que les filles se lèvent dans la salle, alors je sais, c'est diffusé sur Netflix, malheureusement, mais on veut que les filles se lèvent et disent « Yeah, yeah, vas-y !» On a des moments girl power à la fin, mais qui sont juste minables. On a ce mec, ce cannibale, qui littéralement dit dans le film « Je suis en train de te prendre le cul, I'm taking your ass », donc on peut pas faire plus littéral, et à la fin, forcément, les filles, elles se rebellent, et on a 2 fois une scène où les 3 filles, donc une fille qui est un peu endommagée, la meilleure pote black de la jeune femme, le sosie de Anne Hathaway, et elle se rebelle contre ce mec en venant lui tomber dessus, mais dans des séquences à la Tex Avery. Il faut pas oublier qu'au passage, il s'est fait émasculer, littéralement à l'écran, donc pour s'en sortir, il faut émasculer l'homme, donc il a été émasculé, donc on a Sebastian Stan qui leur court après en se tenant sa bite ensanglantée. C'est complètement con,
Je veux dire, il arrive, et puis elles surgissent de derrière les arbres, et elles lui tapent dessus, elles le mordent, elles le bouffent littéralement, puis elles s'en vont, puis lui il repart, et puis elles lui refont le coup 5 minutes plus tard. Alors ouais, peut-être que dans une soirée un peu avinée, une séance à minuit, quelques filles peuvent faire « Ouais, vas-y, défonce-lui la gueule », mais franchement... Et je crois que le comble est atteint avec le petit copain Black, enfin l'ex-petit copain Black, parce que notre héroïne, elle a une copine avec qui elle s'échange des SMS, sa copine va vite comprendre qu'il se passe quelque chose, elle a disparu, c'est bizarre, elle lui envoie des SMS, mais il n'y a pas leur code secret dedans, donc elle va aller voir son ex, son petit copain Black, avec qui ça flirte un petit peu, qui est barman, et puis forcément, ce petit copain Black, ça c'est génial, il a un passé de policier où on sait pas trop, donc il peut accéder facilement au pédigré du mec. On a tous un copain comme ça, bien sûr, vous aussi. Vous aussi, si votre sœur, si vous avez une amie qui sort avec quelqu'un d'un peu louche, vous donnez juste son nom et prénom à un de vos amis, qui est soit dans la police, soit qui a ses connexions, et puis vous allez avoir tout son pédigré. Hein. Donc, adresse, date de naissance, la totale, sa vie de famille, avoir accès à son fichier Facebook, pouvoir le retrouver facilement. C'est facile. Ah non, vous n'avez pas de copain comme ça? Dans tous les films, ils ont un copain comme ça, un copain qui a accès, quoi. C'est un peu comme dans toutes les séries CW, il y a toujours le surdoué de l'informatique qui peut pirater le Pentagone. Enfin bref, ce copain Black, au bout d'un moment, son ex disparaît aussi, donc il va la chercher quand même, il est plein de courage. Je me suis dit, on va avoir quand même un modèle un peu d'homme dans ce film quand même, qui va quand même y aller. Alors il prend sa voiture, il fait sa petite enquête, il arrive, et là, instant magnifique, il arrive de nuit devant la maison, il a roulé, il est comme ça, en train de regarder ce qui se passe. C'est au moment du règlement de compte final. Il entend un coup de feu, et le mec, fuck it, et il se barre. Comme un gros lâche, littéralement la queue entre les jambes, c'est-à-dire que ça aurait pas forcément respecté le récit de ces filles qui vont s'en sortir toutes seules, il va pas les aider, et comme un gros lâche, il fait demi-tour et il se casse. Et là, pour moi, j'ai dit, mais la tasse déborde, quoi, c'était trop, j'ai dit, non mais... Sérieusement? Et c'est pourquoi je vous parle de Fresh comme une proposition... racoleuse, malhonnête, putassière, et j'ai franchement trop de respect pour le cinéma de genre, pour le cinéma horrifique en particulier, pour défendre des projets comme ça. Sincèrement, je préfère des petites séries B, encore une fois, qui conservent un esprit de série B, qui sont simples finalement dans le concept, dans l'exécution. Et je pense par exemple dans un genre de projet qui pourrait s'approcher de ça à Touristas. Touristas, c'est vraiment bien, c'est bien mené, il y a une vraie intrigue. Je crois que c'est John Stockwell, il me semble, qui est un spécialiste, qui fait toujours des films dans l'eau avec de la jeunesse. Là, c'est vraiment bien foutu, hein. Les mecs se retrouvent à la merci de marchands d'organes, parce qu'ils se sont retrouvés sur une plage, ils se sont tout fait voler, ils n'ont plus de passeport, ils n'ont plus rien. Il y a une vraie intrigue, hein, un vrai rythme, j'aime beaucoup ce film. Je sais plus comment ça s'appelle en français, mais ça doit pas s'appeler Touristas. Mais je préfère aussi des films carrément comme Wrong Turn, hein, des tours mortels. Vraiment des mecs qui se sont bouffés. D'ailleurs, je trouve généralement quand même que l'acte cannibale n'est pas très cinégénique. J'ai jamais trouvé que les films de cannibales c'est très très bien. C'est bien quand l'acte cannibale il est suggéré, comme dans Massacre à la tronçonneuse, comme dans plein de films comme ça, Wrong Turn, c'est vachement bien, mais ça sert à rien de voir les mecs bouffer la chair humaine, c'est juste dégueulasse, c'est malsain, ça met certes mal à l'aise, mais enfin il n'y a pas besoin de s'apesantir là-dessus. Et je pense par exemple à des films qui pour moi sont un peu loupés là-dessus, comme Confession d'un cannibale, c'est un film allemand, c'est le film le plus... littéral que j'ai vu là-dessus. C'est adapté d'un fait divers qui avait eu lieu en Allemagne, où des mecs s'étaient bouffés entre eux, je sais plus trop quoi. Ça s'appelle Grim Love, je crois, on le doit à Martin Weiss, qui est un clipper allemand, hein, qui a réalisé des clips de Korn et tout ça. Et le film est un peu trop terre à terre, ça donne un côté clinique, un peu malsain. Alors si vous voulez taper un voyage dans la glauque, vous pouvez y aller, mais franchement c'est assez malsain. Mais je peux vous citer aussi par exemple le We Are What We Are de Jim Mickle. Jim Mickle j'aime bien, mais par exemple le We Are What We Are qui est un remake d'un film mexicain qui s'appelle Ne nous jugez pas. Donc c'était un bon film aussi. Le We Are What We Are, sincèrement, c'est un bon film. Il y a quand même un rythme et tout. Mais pareil, on prend le cannibalisme au premier degré. Ça fonctionne pas pleinement. Il n'y a pas vraiment d'intrigue, pas vraiment de rythme. C'est juste un petit peu chiant. Comme si l'acte cannibale se suffisait à lui-même pour créer le malaise. Mais ça suffit pas à lui-même. Il faut quand même une intrigue derrière. Et sincèrement, je pense qu'il a jamais été aussi bien représenté que dans la série Hannibal. Forcément. Forcément, la série Hannibal, c'est un monument. On le doit aussi à la prestation absolument éblouissante de Mads Mikkelsen. Il est juste incroyable. Et là, pour le coup, il y a une enquête, il y a du rythme, il y a des faux semblances, et ça rebondit en permanence. On voit jamais vraiment... Alors, on les voit en même temps, tout le temps, bouffer de la chair humaine, mais c'est tellement bien préparé qu'ils en ont sorti des livres de cuisine. Et je suis sérieux, donc c'est quand même présenté d'une manière vachement astucieuse, et ça fonctionne à plein. Pas comme ce Fresh. Donc voilà, Fresh, c'est sur Netflix.
On va s'arrêter là, parce que de toute façon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est un film que je trouve vraiment inintéressant. Franchement, je me suis ennuyé, je l'ai vu en 2 fois. La première soirée, on s'est arrêté au bout d'un moment avec ma copine, parce que c'est pas trop son genre de film, donc on a coupé. Et je me suis maté quand même la fin du film le lendemain, et c'était encore pire que ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, c'est pas un bon film, je vous le déconseille. Je vous ai peut-être fait perdre, je sais pas, 15 minutes avec cette émission, mais je vous ai fait gagner 1h30 de votre vie. Vous pouvez me remercier. Et du coup, si vous voulez me remercier encore plus, vous pouvez même mettre un petit pouce, ça serait super sympa. Un petit pouce, c'est rien, hein. C'est rien pour vous, mais ça aide vachement la chaîne, je m'en rends de plus en plus compte, parce que moi je suis un tout petit YouTuber, franchement, je suis dans mon coin, je fais mes petites vidéos, je suis content de les faire pour quelques personnes qui les regardent, comme vous, parce qu'en plus vos commentaires sont à chaque fois bienveillants et surtout intéressants, vous avez des bons retours, donc moi ça me suffit, mais si on peut faire monter un petit peu la chaîne avec un petit pouce de temps en temps, un abonnement, pourquoi pas, je trouverais ça super sympa. Voilà, c'est tout pour cette émission, vous aurez compris que j'aime bien le cinéma d'horreur, vous le savez maintenant depuis le temps, c'est un peu l'ADN de la chaîne. Vous pouvez jeter un œil avisé sur tous les films dont on a parlé, c'est toujours intéressant, tous sauf Fresh, forcément, c'est pas indispensable. Et moi, je vais vous quitter là, les 2 prochaines émissions, alors... On va parler bande dessinée, vous verrez que ça offrira plus d'un parallèle avec cette émission, parce qu'on parlera de projets qui sont pas sans rapport avec Fresh. On va parler vraiment de bande dessinée, mais on va parler sous l'angle critique sociale, girl power dans la prochaine émission. Donc, vous voyez, on va rester en terrain connu. D'ici là, portez-vous bien, comme toujours, soyez curieux, éclatez-vous, jouez de la musique, faites tout ce qui vous plaît. Et moi, je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!